Quebec Intellectual Disability. Maintenant, nous passons à Madame Amélie Durand-Laux. Vous avez 5 minutes, allez-y. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, membres du comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir, AMM, nous tenons premièrement à vous remercier de l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui à la Société québécoise de la déficience intellectuelle. D'emblée, nous souhaitons préciser que notre organisme n'est pas opposé à l'aide médicale à mourir pour les personnes en fin de vie. Nous demandons plutôt que des protections adéquates soient mises en place pour s'assurer qu'aucune dérive n'aura lieu. Nous pensons que le législateur se doit d'être prudent et de considérer les forces systémiques qui pourraient menacer les personnes en situation de handicap et spécifiquement les personnes ayant une déficience intellectuelle. Mentionnons ici que la déficience intellectuelle ou le handicap en général ne devrait jamais être un critère permettant l'accès à l'AMM. Avec le soutien nécessaire et les mesures d'accommodement pertinentes, les personnes présentant une déficience intellectuelle peuvent vivre des vies épanouies et riches. Si les personnes se trouvent à vivre avec des souffrances intolérables en lien avec leur déficience intellectuelle, c'est parce que la société ne les inclut pas et qu'elle manque de services. La société est également très préoccupée par la possibilité d'autoriser à toutes les étapes de demande d'AMM le consentement substitué pour les personnes inaptes. Cette possibilité avait notamment été soulevée par l'Assemblée nationale du Québec et même si une telle question n'est pas à l'étude aujourd'hui, il est important d'en parler. D'une part, le recours à l'AMM devrait toujours être lié à la validation d'un consentement libre et éclairé de la part de la personne qui la recevra. D'autre part, il peut être difficile d'évaluer ce consentement pour les personnes inaptes, particulièrement celles ayant une déficience intellectuelle plus sévère. Si ces personnes peuvent vivre de la détresse en lien avec la mort d'une personne dans leur entourage, il est généralement plus difficile pour elles de comprendre le caractère permanent et irréversible de leur propre mort. Nous demandons donc aux législateurs de ne pas permettre un consentement substitué pour les personnes inaptes. Concernant la volonté du législateur de potentiellement permettre l'utilisation de directives anticipées pour l'accès à l'AMM, nous souhaitons ramener au centre des débats la question de la validité du consentement. En effet, le fait de demander à une tierce personne de consentir de façon substituée à une procédure qui mène à la mort est différent du fait de produire des demandes anticipées pour refuser certaines procédures pouvant mener à une mort naturelle. En ce sens, ouvrir la porte au consentement substitué, même pour les personnes qui avaient préalablement consenti, nous semble dangereux et ne pas respecter l'esprit de l'arrêt Carter qui mettait la question du consentement au cœur de l'accès de l'AMM. À nos yeux, il est important de donner des alternatives satisfaisantes aux personnes en situation de handicap. C'est une position qui a d'ailleurs été avancée par la Commission canadienne des droits de la personne. Des services publics universels et de qualité en quantité suffisante doivent être donnés aux personnes qui en ont besoin. C'est d'ailleurs une obligation que le Canada a envers les personnes en situation de handicap en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il faut donc des alternatives satisfaisantes pour donner une vie digne aux personnes en situation de handicap et à la population en général. En conclusion, nous pensons que l'AMM doit être une mesure de dernier recours pour des personnes qui sont aptes à produire un consentement libre et éclairé et qui, en fin de vie, vivent dans des souffrances intolérables. Nous distinguons également les questions de directives anticipées en matière de soins et les directives anticipées en lien avec l'AMM, les unes permettant la mort naturelle alors que les autres entraînent le recours à une procédure active qui met fin à la vie. Par ailleurs, pour nous, le consentement substitué ne devrait jamais être permis pour les personnes inaptes puisque ces personnes ne peuvent fournir un consentement libre et éclairé. L'arrêt Carter mettait la question du consentement au cœur de l'accès à l'AMM. Il importe de respecter ce principe fondamental de justice et d'équité de la santé. Enfin, dans l'éventualité où des personnes ayant une déficience intellectuelle en fin de vie feraient une demande par elles-mêmes, sans aucune pression indue, alors nous pensons qu'elle devrait être évaluée comme toute
autre personne tant qu'à leur accès à l'AMM ne se fait pas sur la base du handicap. Il est toutefois important de se doter de mécanismes de protection plus robustes afin de faire barrière aux capacitisme et à la dévaluation de la vie des personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Durand-Lot. Nous allons débuter notre ronde de questions de 5 minutes chacune. La première intervenant, Dominique Vien. Madame la Présidente, merci à nos invités de nous avoir rencontrés ce soir, malgré cette heure tardive. Madame Durand-Lot, bonsoir, merci d'être là. Évidemment, toutes ces personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, c'est préoccupant quand on parle de l'aide médicale à mourir. Je ne suis pas une grande connaissante, mais il y a une gradation aussi au niveau de la déficience intellectuelle. Est-ce que, et je comprends que vous êtes contre, et si j'ai mal compris, vous me le direz, mais je comprends que vous êtes contre l'aide médicale à mourir administrée à des personnes qui vivent avec un handicap intellectuel. Est-ce que tout de même vous faites, ou on doit comprendre qu'il y a quand même une gradation dans la situation de déficience intellectuelle? Oui, on peut comprendre qu'il y a une gradation. Puis lorsqu'on parle de l'aide médicale à mourir, à vrai dire, celles qui sont inaptes, je tiens à préciser que c'est qu'une partie des personnes qui ont une déficience intellectuelle. On tient quand même à spécifier que pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, plusieurs d'entre elles peuvent aussi pourraient en faire également la demande elles-mêmes parce elles sont aussi aptes à prendre des décisions là, sur leur propre vie. Je vais laisser mon collègue Samuel Rago compléter cet élément de réponse. Merci. Alors absolument, certaines personnes qui ont une déficience intellectuelle plus légère sont tout à fait aptes à demander la procédure par elle-même et pour elle-même. Ce qui importe, c'est que ce soit fait sans pression indue, donc qu'il y ait un consentement libre et éclairé réel et que cette demande d'AMM ne soit pas faite pour des raisons économiques ou sociales où on parle vraiment d'une demande d'AMM dans un cas de fin de vie et de souffrance intolérable, donc le volet numéro 1 de la loi actuelle. Alors, vous en faites vraiment une condition, c'est ce que moi je comprends ce soir-là. Oui? Absolument. Oui. De quel genre de dérive vous avez peur? Qu'est-ce que vous craignez? C'est une excellente question. Donc, Madame la coprésidente, ce qu'on entend, et c'est tragique, ce qu'on entend parfois, ce sont des parents qui nous appellent, des parents vieillissants, qui ont des enfants, qui ont, je sais pas, dans la cinquantaine par exemple, qui ont une déficience intellectuelle, qui ont pas ou peu de services, qui se demandent ce qui va arriver à leurs enfants une fois qu'eux-mêmes seront décédés. Et parfois, on entend des parents qui nous disent, ben, écoutez, si je pouvais décider pour mes enfants là, d'avoir recours à l'aide médicale à mourir, bien, je le ferais. Ça soulève des questions importantes. Ce sont des situations tragiques, évidemment. Et la réponse, c'est probablement pas l'aide médicale à mourir. C'est une réponse qui est sociale, c'est une réponse qui est de donner des services, qui est de donner de l'hébergement, qui est de donner une sécurité financière aux personnes. On en a parlé tantôt. Donc, ce sont des choses qu'on entend. Ce sont des choses qu'on entend de plus en plus fréquemment, malheureusement. Est-ce que vous diriez que les personnes qui vivent avec un handicap, qui vivent avec un handicap intellectuel, oui, connaissent d'elles-mêmes l'aide médicale à mourir, ou elles connaissent cette possibilité-là parce qu'on lui en a parlé? C'est une question qui est difficile à répondre sans faire de généralisation qui soit indue. Mais très certainement, on a entendu dans les journaux des gens qui se sont fait proposer l'aide médicale à mourir, faute de mieux, faute de services. Donc, est-ce qu'il y a des pressions, disons, médicales qui sont liées à une certaine dévaluation de la vie des personnes en situation de handicap? Certainement, il y en a. Est-ce que certaines personnes peuvent faire des demandes valides et légitimes et avec un consentement libre et éclairé? Certainement aussi. Mais évidemment, ce qui est plus préoccupant, ce sont les pressions qui sont indues et le fait qu'on puisse proposer l'aide médicale à mourir par défaut, faute de mieux.
parliez de consentement substitué. C'est bien la situation où quelqu'un peut prendre la décision pour un enfant malade, par exemple, ou qui vit avec une déficience intellectuelle, c'est bien ça? Absolument. Et ça, vous en parlez parce que vous entendez des parents, notamment, vous dire, mon Dieu, si ça existait, je prendrais cette voie-là. Absolument. C'est aussi Brièvement. qu'on a entendu au niveau du Parlement à Québec. Quelque chose qui a été par ailleurs refusé à Québec. Donc, ce n'est pas dans la nouvelle loi qui a été proposée la semaine dernière. Mais oui, c'est le consentement substitué est quelque chose qui a toujours été un recours, disons, plus ou moins facile plutôt que de donner une capacité juridique réelle aux personnes. Donc, plutôt que de leur donner les outils pour qu'ils et elles exercent leurs propres droits, on a souvent donné un consentement substitué aux parents, notamment, et aux familles. Et c'est quelque chose qu'on entend en lien avec l'aide médicale à mourir. Merci. C'est terminé? Nous entendrons Dr. Fry maintenant. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai entendu des témoignages forts aujourd'hui de la part de personnes vivant avec un handicap, de la part de la communauté des personnes vivant avec un handicap mental. Bon, tout cela est convaincant. Si nous avions un système qui prévoyait donc tout le soutien nécessaire, social, financier, médical, si on avait tout ça en place, c'est les gens qui, compte tenu de toutes ces ressources, souhaitaient avoir accès à l'AMM, eh bien, ce serait une situation différente, mais je suis d'accord. Donc, en fait, il y a des gens qui ont choisi l'AMM parce qu'ils n'y arrivaient plus. Ils vivaient dans la pauvreté, ils n'avaient pas accès au traitement, donc c'est ce qui les a poussés à faire une demande. Alors, que font les 3 paliers de gouvernement pour donner cet accès aux ressources? Lorsqu'on prend toutes les dimensions psychosociales, que faire pour offrir ces ressources? Et donc, que proposeriez-vous que nous fassions pour créer un système sans discontinuité? Parce que le fédéral est responsable de certaines choses. Ensuite, le provincial n'est pas responsable de certains domaines, etc. Que proposez-vous? Monsieur Durand-Lot. Monsieur Rago, plutôt. De handicap sans pauvreté, nous ont dit, mais ça prend de l'argent, un revenu décent, des services publics de qualité accessibles, du logement, nécessairement un logement qui soit sécuritaire, qui soit accessible, qui soit de qualité, qui soit adapté aux besoins des personnes en situation de handicap. Ça prend aussi des transports qui permettent aux gens de se rendre à leur travail, qui permettent aux gens de se rendre à leurs services. Ça prend aussi des services psychosociaux, donc des services sociaux, de la psychologie, de la psychothérapie. Ça prend un ensemble de soutien aux personnes handicapées. Ça leur prend vraiment un patchwork, là, ça a été dit, de services pour que les personnes soient vraiment bien. I'm sorry to interrupt. Ce sera M. Thériault? D'accord, allez-y, M. Thériault. La coprésidente. Je vais adresser mes questions à l'Association québécoise de la déficience intellectuelle. D'abord, juste vous dire que l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, dans une recommandation qu'ils ont faite, nous disait de garder un interdit complet sur la question de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir pour les personnes en situation de déficience intellectuelle importante, à moins d'une certitude absolue sur l'aptitude décisionnelle de la personne. Et donc, ça rejoint, parce que je lisais le mémoire que vous aviez déposé devant la Commission québécoise en juillet 2021. Ça rejoint aussi, ça va de soi, votre deuxième recommandation qui consiste à proscrire dans tous les cas le recours à la prise de décision substitutive pour les personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont jugées inaptes à consentir. Donc, j'imagine que ça pourrait vous rassurer jusque-là.
Si je regarde les autres recommandations que vous faites, qui me semblent intéressantes et qui vont de soi, à mon avis, avec une bonne pratique médicale et avec, à ce qui me semble, ce qui se passe au niveau de la pratique médicale actuellement, vous dites exiger que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ne puissent formuler une demande d'aide médicale à mourir que si elles sont en fin de vie. Alors là, je pense qu'on vient de rentrer dans la zone grise entre inapte et apte. Et auquel cas, j'aimerais ça savoir comment s'établit cela, l'aptitude si vous aviez un exemple de cette zone grise-là là, à nous donner. Soit Mme Duranleau, soit M. Rago, là, si vous comprenez bien la question. Oui, M. Rago. Merci. Donc, c'est une question qui est vraiment pas facile à répondre. Ce que la recherche semble dire, c'est que les personnes qui ont une déficience intellectuelle comprennent la mort des autres personnes dans leur entourage. Ça c'est assez clair. Elles le comprennent, elles ont la capacité de vraiment l'aborder puis de vivre ces situations-là. Ce qui est moins clair, c'est est-ce qu'elles sont capables de comprendre l'aspect irréversible pour elles-mêmes. Puis là, on vient de tomber dans une zone grise très difficile à départager, comme vous venez de le dire. Disons, spécifiquement au Québec, la différence entre le consentement médical et le consentement légal à signer un contrat, par exemple, est vraiment basée sur des tests, disons, de compréhension là, des actes médicaux dont on parle. Et je pense pas qu'on ait des outils qui soient parfaits actuellement. À ma connaissance, il n'y a pas d'outils qui soient absolument parfaits pour déterminer est-ce qu'une personne est apte à comprendre réellement si elle va demander l'aide médicale à mourir ou non. Puis ça dépend vraiment du niveau de l'intensité de la déficience intellectuelle. Vous exigez qu'un médecin ayant la compétence et une expertise pertinente en déficience intellectuelle participe à l'évaluation de la demande. J'imagine que c'est le corollaire là, de ce que vous êtes en train d'expliquer. À mon avis, ça va de soi. Vous soulevez aussi toutes les questions d'inégalité sociale, socio-économique, et je pense aussi que les évaluateurs doivent évidemment tenir compte de ça. C'était aussi ce qui était relevé là, dans le rapport des experts sur la santé mentale. Vous dites ici, toute demande d'aide médicale à mourir devrait faire l'objet d'une déclaration obligatoire détaillée du professionnel de la santé. Vous pensez à quoi? Parce qu'il y a déjà des rapports, il y a une commission au Québec qui questionne chaque acte médical qui est fait. Vous pensez à quoi? Vous pensez que ça prendrait quelque chose encore de supplémentaire ou tout ce que vous dites, c'est que ça prend... C'est pas une thèse, j'imagine. Là. Ça prendrait quelle forme? Donc, il y a eu ce qu'on appelait la norme sur la protection des personnes vulnérables qui avait été proposée lors du premier projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Puis la norme proposait des mesures, notamment qui analysaient les déterminants sociaux de la santé et d'autres déterminants de la précarité des personnes et demandait à ce que des rapports plus exhaustifs soient faits. Donc, ça permettait un peu de documenter les raisons réelles qui peuvent être moins évidentes pour le recours à l'aide médicale à mourir. C'est ce pourquoi on milite aussi, puisqu'on sait que beaucoup de déterminants sociaux de la santé et de la précarité sont des importants motivateurs pour certaines personnes qui demandent l'aide médicale à mourir. Votre 7e et votre 8e recommandation, exiger que les discussions sur l'aide médicale à mourir soient uniquement amorcées par le patient, et la 8e, s'entretenir avec la famille immédiate lors de l'évaluation d'une demande d'aide médicale à mourir dans le cas de la déficience intellectuelle. Je pense que ça, c'est des mesures qui devraient faire partie de la pratique médicale. Est-ce que vous avez l'impression que les évaluateurs ou les prestataires ne seraient pas ouverts à ça? Il me semble que le milieu médical serait sûrement tout à fait ouvert et ça va de soi pour s'entretenir avec la famille. Very briefly, please. Absolument. Je pense qu'il s'agit surtout d'éviter des demandes qui seraient faites sous pression de personnel, par exemple médicaux ou ailleurs, qui feraient l'objet d'une certaine forme de capacitisme. Donc, il s'agit de protéger les personnes face à la dévaluation de leur vie et face à des pressions indues. Ma question, je pense qu'elle peut s'adresser à
à tous nos panélistes, mais on va peut-être un ou deux pourraient répondre. Ce que je voulais vous dire, c'est que normalement, un médecin ou n'importe quel professionnel de la santé doit expliquer à un patient toutes les options de traitement, que ce soit soins palliatifs, que ce soit soins intensifs même, et toutes les options. Cependant, d'après les anecdotes que j'entends, tant dans les médias que rapportées par les témoins, j'ai l'impression que ces personnes-là ont soit demandé l'AMM ou ont été forcées de demander l'AMM. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que personne, justement, en situation de handicap? Avez-vous l'impression que n'importe où vous allez, on va vous forcer à demander l'AMM alors que c'est vous qui devez le demander? Est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Alors, on pourrait peut-être commencer avec la Société québécoise de la déficience intellectuelle. C'est une question qui est très difficile à répondre, mais pour laquelle on peut commencer à répondre rapidement en disant le capacitisme, c'est quelque chose qui est très insidieux. C'est quelque chose qui n'est pas ouvertement manifeste, qui n'est pas qui est pas explicité souvent. C'est quelque chose qui se passe dans les attitudes, dans les jugements sociaux, dans les obstacles que les personnes rencontrent dans la société. Et parfois, ça peut se manifester aussi au niveau médical, évidemment. Je pense qu'une des réponses aussi à donner, c'est il manque de services. On a vu, il y a des pénuries de personnel dans les hôpitaux. On manque de services. Nos services de santé sont en piètre état, surtout après la pandémie. Et c'est quelque chose qui, indirectement, peut mener potentiellement à avoir recours à l'AMM plutôt que d'être en mesure de donner d'autres services. C'est ce qu'on entend souvent sur le terrain. Mais vous pourriez refuser si on vous l'offre comme option. Ben. Si une autre option est disponible, certes, mais c'est souvent pas le cas. Si, par exemple, le gouvernement ferait tout ce qu'il pouvait faire avec des mesures proactives pour remédier à tous les obstacles, qu'on remarque les obstacles pour toutes les inégalités systémiques. Je ne veux pas que vous me disiez que je rêve en couleur, mais supposons ça. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui avaient déjà des inégalités en termes d'accès aux soins de santé, pensez-vous qu'ils n'auraient pas les mêmes inégalités à l'accès à l'AMM? Alors, c'est à qui que vous posez la question? Ou bien Mme Durand-Lot ou bien M. Rago? Pourriez-vous répéter la question? Je ne suis pas sûr de l'avoir vraiment bien comprise, honnêtement. À cause de toutes les inégalités systémiques que certains groupes vivent, je vais le raccourcir, est-ce que si la même façon que vous avez de la difficulté à avoir accès aux soins, aux services, pourquoi vous auriez plus facilement accès à l'AMM? Parce que c'est une mesure qui ne coûte pas cher et qui est très facile à organiser et à donner aux personnes et qui est juste plus simple. Et ça demande moins de travail, ça demande moins de travail systémique, ça demande moins de travail sur les préjugés, ça demande moins d'argent au gouvernement. C'est juste tout simplement plus simple. Et certaines personnes, je ne dis pas que c'est notre position, mais certaines personnes ont souligné le terme eugénisme. C'est un terme avec lequel il faut être prudent, mais c'est un terme qu'on peut potentiellement évoquer. Merci beaucoup.